On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale avec un invité spécial que je sais que vous aimez beaucoup. Peut-être pas. Je suis avec Cornelius pour notre petite vidéo annuelle maintenant, puisque ça fait, je pense, peut-être 2-3 ans maintenant. Ouais, je pense. Que à chaque fois qu'on se voit en octobre, à l'occasion des Utopiales, on filme une petite vidéo ensemble. Et cette année, on reste dans le thème des vidéos automnales. Oui. Donc j'ai dit que c'était une vidéo spéciale, mais pas du tout. C'est juste un petit tag sans prétention, mais on sait que vous aimez bien les vidéos quand on est tous les deux. Donc on s'est dit que voilà, on allait discuter de livres, comme d'habitude. Exactement. Et donc aujourd'hui, on va faire le It's Finally Fall Book Tag, qui est un tag que j'ai pas beaucoup vu passer moi sur YouTube. Tu suis peut-être moins de chaînes anglophones? Ouais, je pense. C'est un tag qui tourne beaucoup sur les chaînes anglophones, et chez nous, je l'ai vu chez Jurassic Jones et Perfect Flow. Oui, c'est vrai. Et on est un petit peu tard, parce que c'est censé être It's Finally Fall. Et là c'est plutôt genre, ça fait 1 mois et demi que c'est l'automne. Ça a bien commencé. Et on a récupéré les questions de chez Books with Emily Fox. Et on s'est dit, enfin tu t'es dit, que c'était quand même pas ouf à traduire. C'est Google Traduction qui va traduire les questions pour nous, pour votre plus grand plaisir. Exactement. J'espère que vous êtes prêts pour cette traduction de qualité supérieure. En automne, l'air est vif et clair. Nommez un livre avec un cadre vivant. Un cadre vivant. De l'importance d'une bonne traduction. Et à toi l'honneur. Tu veux que je commence sur celle-ci? Ouais. Alors, quand il parle de cadre vivant en anglais, c'est a vivid setting. Donc, même moi, je savais pas trop ce que ça voulait dire. C'est toi qui m'as dit qu'il y avait un peu ce côté... Une ambiance qui est très présente, quoi, quelque chose de très atmosphérique en fait. Ouais, c'est ça. Et moi, le premier truc qui m'est venu en tête, c'est La mer sans étoiles. Ça m'a beaucoup frappé parce que de cette lecture, plus que je pense le scénario, tous les événements qui se sont passés dans le livre, c'est des scènes qui me restent et des sensations. Tous les décors ont une atmosphère très forte, il y a des lieux qui sont en pierre, elles sont très rugueuses, il y a tout un délire sur le miel. Et donc tu sais, j'ai l'aspect un peu collant du miel qui va coller à la peau. Parfois les personnages sont dans des endroits où il fait froid, il y a de la neige, enfin tu sais, il y a vraiment tous les éléments qui sont décuplés, je pense. Et donc j'ai gardé des sensations très vives de cette lecture. Pour ma part, j'ai pensé à un livre dont j'ai déjà parlé cette année, mais qui m'a vraiment marqué en termes d'ambiance. Après, je lis quand même beaucoup de livres qui sont hyper atmosphériques, je trouve. Mais ce que j'ai adoré dans Piranèse et dans l'ambiance de Piranèse, c'est qu'en l'espace de 250 pages, Susanna Clarke, elle arrive vraiment à poser son décor. Un décor qui est vraiment unique, je trouve. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé ce livre, je comprenais rien du tout. Ouais. Pendant les 20-30 premières pages, t'es largué, tu sais pas où t'es, tu comprends pas à quoi ça ressemble cet univers, ce palais immense qui fait office d'univers, c'est un palais univers qui est si grand que on ne peut pas l'explorer entièrement, qui est régi par des marées puisqu'il y a un océan au sein même du palais. Ouais. Et en plus c'est marrant parce que c'est un univers dans lequel notre personnage principal est quasiment seul. Il y a juste une autre personne avec lui mais qu'il voit très succinctement. Ouais, c'est une fois par semaine je pense qu'il se voit. Hein. Donc c'est vraiment un mec qui est tout seul dans un univers qui est immense et dans lequel il n'y a pas grand chose à part des coquillages, un océan, des oiseaux, des statues. Et pour autant, t'as une ambiance, une atmosphère de dingue. Et c'est hyper bien retranscrit et c'est hyper immersif et c'est fascinant. Ouais. Ça m'a vraiment subjugué, moi. Complètement. Pareil, on l'avait lu en même temps et on avait vraiment eu les mêmes sensations. Ouais, et moi je l'ai lu en même pas 24 heures, hein. Je l'ai lu en 3 coups. J'ai fait des petites pauses, tu sais, genre pour manger, juste pour faire 2-3 trucs. Mais je l'ai dévoré. Et je trouve que c'est une super belle façon de lire ce livre, vraiment de le bouffer d'un coup. Ouais, complètement. C'est quand même un tour de force quand il pense, mine de rien, qu'elle nous a gardé aussi accrochés alors que le livre se passe quand même dans un seul lieu, quoi. Ouais. Même s'il est immense, en soi les pièces sont très redondantes et pourtant on est subjugué
sur presque 300 pages. Et d'ailleurs, moi qui suis une fan de ce trope dans la fantasy, enfin, ce trope de la quête et du voyage où j'adore avoir plein de personnages qui voyagent et de voir plein de lieux et d'ambiances justement différentes, je trouve que ça en dit long d'avoir adoré ce bouquin dans lequel le personnage est vraiment hyper statique en fait. Ouais, il y a un personnage, un lieu et pourtant c'est fou. Ça marche trop bien. Question numéro 2. La nature est belle, mais aussi mourante. Nommez un livre qui est magnifiquement écrit, mais qui traite également d'un sujet lourd comme la perte ou le chagrin. La mort, le deuil, tout ce qu'on aime. On adore. Alors pour le coup, pour cette question, j'ai pensé à un livre que j'ai lu au printemps dernier, donc printemps 2021. Ouais, c'est ça. Et qui m'avait beaucoup marqué parce que on aborde vraiment pas mal de thématiques, dont la thématique du deuil, mais qui est vue d'une autre manière. Je pense à Ressac de Digli, de Maureen Wingrove, de son vrai nom. Et dedans, elle parle de la retraite spirituelle qu'elle a faite en partant une semaine dans une abbaye sur la côte en Bretagne. Et en fait, elle y va parce qu'il se passe plein de trucs dans sa vie, elle a besoin de souffler un petit peu, de faire le point, de se retrouver seule face à la mer, voilà, de prendre du temps pour elle, loin des écrans, des réseaux, de la vie un peu frénétique qu'elle mène à Lyon. Et un de ces événements qui la marque beaucoup, c'est que son beau-père est atteint d'un syndrome, d'une maladie. Alors, il a failli mourir à cause d'un accident de voiture, mais c'est pas ce deuil-là qu'elle va devoir gérer, c'est plutôt un deuil qui est en cours sur le long terme, puisque en fait son beau-père est changé à cause de cette maladie dont il est atteint, et donc il est toujours là, il est toujours présent physiquement, mais c'est plus la même personne. C'est un deuil encore plus dur parce que la personne est toujours là, mais elle est déjà partie. Et elle aborde ça avec beaucoup d'émotion, beaucoup de pudeur, mais en même temps elle se livre beaucoup. Et ouais, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et puis pareil, tu sais, il y a une atmosphère très forte qui s'en dégage parce que bah voilà, elle parle du ressac, des vagues, de l'air un peu salé, des roches, du sable. Et ouais, moi c'est une lecture qui m'a collé à la peau quand je l'ai lu, qui m'a laissé une sensation très forte, qui m'a beaucoup ému. Je me rappelle. Ouais, c'était un très 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 beau livre. Eh bien moi j'avais une idée à la base, mais ce que tu dis me fait penser à Our Wives Under the Sea, que vous aurez vu dans ma dernière vidéo qui est mon vlog spécial Halloween. C'est un livre de Julia Arnfield qui n'est pas encore traduit en français, mais ça rejoint ce thème de devoir faire le deuil de quelqu'un qui est encore physiquement là, puisqu'on suit l'histoire de deux femmes qui sont mariées, qui se connaissent depuis des années, qui s'aiment très très fort. L'une est biologiste et elle a été appelée en mission sous-marine, et la mission qui devait durer 1 ou 2 semaines s'est éternisée. Elle est restée coincée dans les abysses pendant 6 mois. Et sa femme, à la surface, a commencé à faire son deuil parce qu'au bout de 6 mois, elle a vraiment pensé qu'il n'y avait plus d'espoir. Finalement, la biologiste remonte à la surface, reprend sa vie d'avant, mais il s'est passé quelque chose sous l'océan. C'est un roman qui est un peu fantastique et horrifique, mais qui a quand même une dimension très réaliste et très brute, où juste voilà, on parle de deuil. Très envie de le lire là. Ouais. Et à la base, je voulais parler de L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, qui m'a ravagée. Alors, Our Wives Under the Sea, ça parle vraiment de deuil, de perte. Ça m'a émue, mais ça m'a pas dévastée. Et L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel, c'est vraiment un combo entre des personnages auxquels tu t'attaches, mais si fort, une plume, mais qui te transperce, vraiment, c'est incroyable. Et voilà, des drames familiaux, des tragédies qui te tombent dessus et qui sont si réalistes que tu ne peux qu'être touché. J'ai adoré. Ah, j'ai très envie de le lire. Question numéro 3 ? Question numéro 3, allons-y. L'automne et la rentrée. Partagez un livre de non-fiction qui vous a appris quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Eh ben écoute, moi ça va être rapide. Je n'ai lu qu'un livre de non-fiction cette année. C'est Les herbes sauvages de Nakaigashi Isao, le chef japonais qui est doublement étoilé. J'ai appris pas mal de choses sur la façon de voir
la cuisine, le terroir, la nature du chef, de l'auteur. C'était très intéressant, mais c'est tout pour moi. Ok. Putain, on devient pas sa mère. Je joue pas trop le jeu parce que je vais quand même parler d'un livre de fiction, mais qui s'inspire du réel et qui m'a quand même appris des choses. Alors pas non plus des trucs de dingue, mais c'était très intéressant. On a lu Ring Shout, on l'a lu ensemble aussi. On l'a lu début d'année. Hein. On a lu ensemble Ring Shout, donc de Paige Clark, qui parle un petit peu, qui parle même beaucoup de racisme. Je ne sais plus dans quelle région des États-Unis. C'était en Géorgie, je crois. Ouais, j'aurais dit pas loin de la Louisiane. Hein. Ouais, voilà, il y a ce côté très sud des États-Unis. Et en fait, on y parle du Ku Klux Klan, donc qui a assassiné beaucoup de personnes noires. Et on parle du film Naissance d'une nation. Avant, je ne connaissais pas trop l'existence de ce film. J'avais déjà entendu le nom, mais je ne pensais pas que ça avait eu un tel impact raciste aux États-Unis. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma lecture m'a plu, parce qu'il y avait tout ce côté engagé, fantastique, mais en plus un peu historique. Et ouais, c'était vraiment une très très bonne lecture. Et voilà, même si c'était de la fiction, j'ai appris des trucs vraiment cool. Question 4. Let's go. Pour se réchauffer, il est bon de passer du temps avec les personnes que l'on aime, nommer une famille, un foyer, un groupe d'amis fictifs dont vous aimeriez faire partie. C'est plutôt fidèle. Ça va. C'est pas si dégueu que ça, je m'attendais à pire. Google Translate a un peu upgrade. Tu veux commencer? Tu sais ce que tu veux dire? Pourquoi pas, ouais. Je ne sais plus ce que je veux dire. Et ben moi, je vais partir sur un groupe d'amis. Ouais. C'est un peu d'ailleurs déjà très proche de la réalité, mais Tokyo Tarareba Girls, le manga de Akiko Higashimura, c'est 3 nanas trentenaires qui se retrouvent toutes les semaines autour d'un verre ou d'un café pour se raconter leurs déboires de vie, leurs déboires amoureux, de professionnels, etc. Et moi, c'est un truc qui me fait kiffer. Et quand je sors avec mes copines, j'ai l'impression qu'on est Tokyo Tarareba Girls ou Sex and the City. Et toi? Eh bien écoute, de mon côté, en fait je me souviens, pourquoi je ne m'en souviens pas, c'est parce que j'avais pas trouvé. On avait rigolé sur The Secret History, et c'est tout. Sinon t'as la famille dans Blackwater aussi? Ah super, j'ai très envie de les rejoindre. Elinor, tout ça. J'ai lu que des trucs avec des situations familiales horribles. Si, je sais. De mon côté, on va rester dans cette thématique très amicale, puisque cet été, au tout début de l'été, je crois, j'ai lu Voleuse de Lucie Brion, donc une BD, un graphique que j'ai particulièrement aimé. Ça a été vraiment un énorme coup de cœur. On suit Ella, une jeune fille qui se réveille un lendemain de soirée et dans son lit, elle se rend compte qu'elle a plein d'objets qui ne lui appartiennent pas et donc elle a peut-être fait une petite crise de kleptomanie et elle va essayer de se démerder pour faire en sorte de tout faire rentrer dans l'ordre et de rendre ce qui ne lui appartient pas, mais bien évidemment ça va un peu partir en couille. On suit pas vraiment un groupe d'amis, on suit Ella, sa meilleure pote et une autre nana, elles sont 2-3, ouais. Mais quand j'ai lu la BD, j'ai tellement ri, j'ai trouvé ça tellement bien écrit, tellement bien fait. Et puis elles mettent un peu des stratégies en place en mode à chaque fois qu'on va aller dans une soirée, je vais reprendre un objet que j'ai volé pour essayer de le re-ranger ou de le rendre mais sans qu'on me voit pour pas qu'on pense que c'est moi. Et c'est trop drôle et on se retrouve dans des situations où on se dit ah putain mais dépêchez-vous, genre c'est la merde. On rit beaucoup, on est ému et j'avais trop envie de participer à toutes ces soirées avec elles et de mettre au point des stratégies pour rendre les trucs. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, il y a ce côté un peu, on fait ça caché, on fait des strats et il faut pas qu'on se fasse gauler. Mais en même temps, c'est pas pour faire quelque chose de mal, et au contraire, c'est pour réparer les dégâts qu'on a pu causer sans trop se prendre le revers de flamme. Le revers de flamme, j'ai fait un mix entre le revers de la médaille et le retour de flamme. Ça m'a pas choqué du tout. Mais voilà, et donc j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance, que c'était drôle, et t'as envie de les aider. Ouais. Et je me suis vraiment beaucoup projetée, c'est une super lecture. On saute la question 5 qui consiste juste à vous montrer des livres aux couleurs automnales. Et bon. Une pile de livres, zéro intérêt. Voilà. On passe à la question 6. Question 6. L'automne est le moment idéal pour raconter des histoires au coin du feu, partager un livre dans lequel quelqu'un raconte une histoire. Franchement, je vais faire ma réponse simple
et la meuf qui se répète, mais dans l'œuvre de Paul Auster en général, notamment dans le livre des illusions, dans La nuit de l'oracle, on a souvent des narrateurs, soit qui écrivent des histoires, soit qui... je crois que dans le livre des illusions, je sais plus s'il écrit un livre ou s'il lit un manuscrit, mais il y a souvent des histoires dans les histoires. Et bien écoute, de mon côté, j'ai pensé à un livre, encore une fois, qu'on a lu à deux, et il n'y a pas très longtemps. On a lu Les Jumeaux du Paradoxe. Certes, c'est pas un livre qui raconte des histoires dans les histoires, c'est plutôt la même histoire qui est racontée de plein de points de vue différents. On suit deux frères qui sont jumeaux, je crois. Ouais. Ce sont des jumeaux qui se retrouvent après des années de froid et d'éloignement. Ils se retrouvent parce que leur père est décédé. Donc ils viennent pour faire du tri dans les affaires de leur père, revendre la maison, ces choses un petit peu tristes qu'on doit faire. Et ils vont reprendre contact avec leur ancienne voisine d'en face qui va un peu s'immiscer dans leur relation de frères. Et on va suivre cette histoire de manière très fragmentée parce qu'on va la suivre du point de vue d'un des frères, du point de vue de l'autre, du point de vue de la voisine, du point de vue de scénaristes qui ont voulu transcrire cette histoire au cinéma. On va suivre plein de points de vue différents et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive qu'on va revivre plusieurs fois la même scène sans vraiment savoir quelle est la réalité, parce qu'on va la suivre d'un point de vue d'un scénariste qui s'est dit « Ah ben j'imagine bien cette scène comme ça », et au final, l'un des frères va la re-raconter à sa manière, d'une manière très différente. Et donc, on a des sensations qui se mélangent beaucoup parce qu'on se dit ah, j'aime beaucoup le caractère de ce personnage, mais une fois qu'il est vu par les yeux d'un autre personnage, c'est marrant, je l'aime beaucoup moins. Parce que on se rend compte que la manière de raconter les histoires forge aussi la manière dont on les perçoit. Ouais. Et c'est un roman que j'avais vraiment beaucoup aimé. Pareil. Question 7. Question 7. Ça me fait rire, la question 7. J'imagine déjà la trad. Les nuits s'assombrissent. Partagez une lecture sombre et effrayante. C'est pas une lecture effrayante parce qu'elle ne m'a pas vraiment fait peur. Par contre, j'ai trouvé que c'était une lecture très sombre et très étrange, qui m'a un peu mis mal à l'aise pendant que je la lisais. C'est Le Tyran de Michael Sisko qui vient de paraître aux éditions Le Diable Vauvert. Et je n'avais encore jamais lu cet auteur qui apparemment est plutôt connu dans le milieu. Parce qu'il écrit de la weird fantasy, donc voilà, de la fantasy bizarre, étrange, et vraiment ça porte très très bien son nom parce que c'est un livre, pendant toute ma lecture, où j'ai pas su me positionner, je savais pas si j'aimais bien ou si j'aimais pas, je savais même pas si je comprenais vraiment ce qu'il essayait de nous dire, ce qui se passait. C'est un univers très bizarre, assez victorien, mais en même temps assez moderne, et sur certaines choses très vieillots. Et on va suivre Ella, je crois. C'est drôle, comme dans Voleuse. C'est un prénom qui revient. On va suivre Ella, qui est une étudiante qui a la faculté un petit peu de manipuler ce qu'ils appellent l'ectoplasme dans ce livre, qui est un petit peu la substance physique que va laisser des incarnations un petit peu surnaturelles. Et en fait, Ella va travailler avec une docteure dont j'ai oublié le nom, et ensemble, elles vont étudier un jeune homme qui est épileptique, qui est très étrange, qui est enfermé dans un genre de cube de gélatine parce qu'il émet des ondes, et donc il faut protéger les gens de ces ondes. Et lui, il a la faculté de traverser un petit peu le voile qui sépare notre monde de celui des défunts, de l'au-delà. Et ensemble, elles vont étudier cet homme. Il va se passer plein de choses bizarres, on va changer de décor sans transition. On a vraiment cette sensation d'être dans un rêve où à chaque fois qu'on tourne la tête, on est dans un autre décor avec des autres gens. Et on a la sensation qu'il n'y a aucune logique. Et quand on termine le livre, on se dit « Waouh, c'était une expérience bizarre, mais je pense que j'ai kiffé quand même. » Et bravo à la traductrice qui a fait un travail de dingue, parce que ça a vraiment dû être un énorme casse-tête. C'est traduit par la traductrice de Brandon Sanderson. Par Mélanie Fazi, c'est ça. Voilà, livre que je vous recommande si vous voulez une expérience bizarre, mais voilà, je vous préviens, c'est vraiment pas simple à lire. Pour mon tout premier Pumpkin Autumn Challenge,
en 2018, je crois. J'avais lu L'Indésirable de Sarah Waters, qui a été adapté au cinéma. J'ai toujours pas vu l'adaptation. C'est The Little Stranger, je crois, en français. Je me souviens pas du En titre. anglais. Et c'est un roman purement gothique dans lequel on suit un médecin, il me semble, qui se lie un peu d'amitié avec une famille qui avait perdu sa fortune, qui avait encore une très grande demeure, mais ils étaient plus très nombreux, ils avaient plus les moyens de s'en occuper, le truc tombe un peu en ruine. Et il se passe des choses très étranges, flippantes. Il y a des espèces de présences, des choses vraiment bizarres qui se passent, des choses vraiment à enjeu, genre les personnages ils frôlent la mort. Ok. Je pense qu'il y en a même qui meurent, enfin c'est vraiment dark. D'accord. Ça m'avait vraiment fait flipper. On ne sait pas à qui on peut se fier, on ne sait pas ce qui est réel ou pas, et j'avais adoré. Question 8. Les jours se refroidissent. Nommez une lecture courte et réconfortante qui pourrait réchauffer la journée froide et pluvieuse de quelqu'un. J'en ai un qui me vient tout de suite très facilement. Vas-y. Une lecture très courte, encore une lecture graphique Oh, ok. que j'ai adoré, genre vraiment trop cool. C'est Mon ami Pierrot de Jim Bishop. Ça vient tout juste de sortir. J'ai découvert Jim Bishop l'an passé avec sa BD Lettres perdues qui m'avait détruit. Ruiné. Ah ouais, c'était emotional. Dans Mon ami Pierrot, on parle d'amour, de romance un peu toxique et de revanche féminine un peu. Et j'ai beaucoup aimé. Les dessins sont incroyables, on est plongé vraiment dans un conte. Il y a de la magie de partout, ça fourmille de détails. Il y a des couleurs, tu sais, très magiques, très turquoise, un peu violette, douce. Et en même temps, il y a des petites étoiles partout. Enfin, vraiment, t'as ce côté réconfortant qui fait chaud au cœur. Et en même temps, t'as ce côté un peu révoltant parce que voilà, ça parle d'amour toxique sans que ce soit triggerant, je pense, pour les personnes qui ont pu le vivre. Et derrière, il y a vraiment ce côté histoire d'une meuf, d'une princesse qui a décidé de pas se laisser faire. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau, très bien écrit, très adulte, très bien réfléchi. Ça se lit vite, ça se dévore. Et quand on l'a fini, on se sent bien, on se sent content. On se dit putain, ça c'était une belle lecture. Et ouais, c'est vraiment bien pour cette catégorie. Trop cool. Et je n'ai pas du tout d'idée. Ah mince, lecture courte et réconfortante. Adabana. Ces jours qui disparaissent. Très réconfortant. Ah si. Et ben moi je ne les ai pas encore lus, mais j'ai regardé l'animé. J'ai les 2 premiers tomes en manga au grand air. Je connais pas. Ah, tu m'en avais De parlé. Afro. Si vous voulez de la nature, de la bouffe, des nanas qui sont au lycée, qui font du camping, dans le froid, et qui sont genre trop mignonnes, trop gentilles, et qui juste profitent de la vie, c'est le manga qu'il vous faut. J'ai adoré l'animé, et à mon avis le manga va être très similaire. Et franchement j'ai qu'une hâte là, c'est de me replonger dedans. Trop cool. Ça a l'air vraiment bien. Je pense que je regarderai peut-être l'anime. Il est trop bien. Ouais. Bah parce qu'en fait t'as les couleurs que t'as pas dans le manga et c'est magnifique parce que c'est très automnal, après c'est l'hiver, t'as la neige, c'est tout blanc, les paysages sont fous et c'est des paysages du Japon qui existent réellement, tu vois, donc c'est trop bien. Question 9. Question 9, c'est parti. L'automne, heureusement, c'est ma saison préférée, revient chaque année. Nommez une vieille favorite à laquelle vous aimeriez revenir bientôt. Une vieille favorite. Oh my god. Bon, un livre qu'on adore et qu'on aime relire en automne. Ouais, ou qu'on aimerait relire en automne si on avait le temps. Avec la palle qu'on a, wesh. Enfin, qu'on a. Ouais. Moi ça va, mais toi. I feel personally attacked. Il y en a d'autres? Ah non. Ah ouais, ils sont les uns derrière les autres, on voit même pas l'étendue de la gravité de la situation. Eh bien écoute, moi je peux parler d'un livre que j'ai lu au printemps, que j'ai jamais relu, mais je pense que je me ferai un plaisir de le relire de temps en temps, parce que c'est très court, ça se lit en 1 heure, et j'ai trop aimé, j'ai trouvé ça trop cute, que ce soit les dessins, donc c'est encore un graphique, que la manière dont c'est raconté, parce que c'est plein de petites tranches de vie voilà, qui passent très vite. Et je me souviens du titre et pas de l'autrice, je vais vous dire ça tout de suite. Fangs de Sarah Anderson. Tu l'as lu à New York? Je l'ai lu à New York, je l'ai lu à Central Park. Et je ne sais pas si toi tu l'as lu. Non, mais j'aimerais bien. Ah, c'est drôle apparemment. Ouais, c'est trop drôle, c'est trop mignon. C'est l'histoire d'une vampire qui tombe amoureuse d'un gars loup-garou.
les deux vivent à New York, genre à Brooklyn ou un délire comme ça. Et ils font leur petite life et c'est genre vraiment une page, et à chaque fois c'est en 1, 2 ou 3 cases, mais pas plus, qui racontent vraiment juste une petite tranche de vie. Et on commence vraiment le livre avec eux qui se rencontrent. Et ça se termine sur, je sais pas, eux qui emménagent ensemble. Il n'y a aucun moment de drama, genre en mode « Ah mon dieu, c'est l'engueulade, ils se séparent, ils se retrouvent ». Non, c'est juste chill, on vit notre vie, on s'aime, c'est trop cute. Et souvent, c'est des situations un petit peu rigolotes parce que elle, c'est un vampire, donc le soleil, c'est compliqué. Lui, les nuits de pleine lune, il fout le sbeul. Ouais, c'est trop cute, ça se lit super vite, ça se lit bien pour l'automne. Et puis vu que j'ai ce petit attachement de l'avoir lu en vacances, en voyage, je pense que j'aimerais m'y replonger. Ça me remémorera mon voyage. Et... ouais, c'est un petit livre qui se relit très facilement, très sympa. Je pense qu'il n'est pas traduit, Non, mais je crois pas. vraiment, il y a 3 lignes de dialogue par page et tout se fait beaucoup par le dessin. Donc c'est vraiment à la portée, je pense, de toutes et tous. Et moi, franchement, à part mes bouquins préférés, parce que si j'ai envie de relire, il faut vraiment que ce soit parmi mes livres préférés, j'aimerais trop relire Ma cousine Rachel. Ah. Mais c'est vraiment un livre que, franchement, si je pouvais l'oublier et le relire pour la première fois. Et American Elsewhere, que j'aimais adorer, qui a une ambiance à cheval entre un Lovecraft, un Stephen King. Ouais. Le truc se passe en plein milieu du désert, genre un truc qui ressemble, je sais pas, peut-être au Nevada, dans les États-Unis. Sous fond d'expériences scientifiques bizarres. C'est une nana qui fouille le passé de sa mère dans une petite communauté utopique où les gens sont très 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 bizarres. Oui. Et c'est complètement barré. Ouais. Et en même temps, c'est un peu creepy quand même. C'est creepy, hein. J'ai souvenir d'une scène dans une baignoire dans la maison qui m'avait fait un peu flipper. Il y a vraiment des scènes... j'ai adoré. Et là, pareil, pour un roman d'ambiance, c'était incroyable. On y est complètement. C'est un pavé, ça peut paraître un petit peu long, mais moi, j'ai adoré. Et je crois qu'on a terminé parce que la dernière question est un petit peu anecdotique, non ? La question est très anecdotique, mais pour le plaisir, on va peut-être se la traduire quand même. Pour le plaisir de Google. La boucle sera bouclée. Et donc, question numéro 10. L'automne est le moment idéal pour des soirées de lecture douillette. Partagez vos accessoires de lecture préférés. Partagez vos accessoires. Parce qu'il y a un H à accessoires. Un livre. Voilà. Je pense que c'est l'accessoire. Un livre, un petit plaid, une tisane, une bougie. C'est bien, c'est pas du tout cliché. Mais oui, je pense qu'on a les mêmes indispensables de lecture. Mais moi, j'adore en vrai lire La fenêtre ouverte le soir. Bon, pas en plein hiver quand il fait moins 8000, mais là il fait 25 degrés. Hein. Oui, l'hiver est pas encore trop là. Hein. Mais avec le bruit un peu, tu vois, du dehors, il y a des petits oiseaux qui chantent la nuit chez moi, j'adore. Le bruit du vent dans les feuilles des arbres, petite bougie. Puis le fait d'avoir son plaid, mais qu'il y a un petit peu d'air frais qui passe, je suis raccord. Et puis on peut dire que cette question est bouclée, je pense. Exact. Ainsi que ce tag. Enfin. Au revoir. T'imagines, tu coupes vraiment comme ça, ça serait fou. J'espère que vous aurez apprécié toutes ces recommandations de lecture, pour le prix d'une personne. Exactement. On va vous laisser là. Il faut qu'on aille filmer une petite vidéo chez moi. Un petit plan pour ta chaîne. Pour mon vlog, je ne pourrai pas faire de vidéo complète sur ma chaîne cette année. Mais voilà, on va... Qu'est-ce que tu nous prépares ? Eh bien, un vlog des Utopiales, et on va faire ensemble un petit book haul de notre butin. Ouais. De mon butin surtout, parce que toi t'as été très raisonnable. Et puis peut-être un petit peu parler du festival et de ce qu'on en a pensé, je pense. On va faire ça. Allez voir ça sur la chaîne de Cornelius. Tous les liens seront en barre d'infos et nous on vous souhaite une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à bientôt. À bientôt. À bientôt, pas ensemble, mais à bientôt chacun de notre côté et on se retrouve l'année prochaine. Oui, pour une autre vidéo. Et peut-être même pas dans un an, on se retrouve peut-être plus vite que ça. Peut-être avant, si la vie est avec nous pour une prochaine vidéo du Papélius. Enfin... Au revoir.